les succès ne commencent pas nécessairement par un penchant immodéré pour le droit chemin. Pour certains, ils débutent dans les mauvais quartiers et l'illégalité. On n'entre pas comme ça chez eux. Attention Tollard vous ouvre leurs portes d'une forme de réhabilitation parfois singulière. Attention Tollard, raconté par Hervé Meillon. When I was 15, I committed a crime. À 15 ans, j'ai commis un crime, comme complice. J'ai aidé quelqu'un à tuer une autre personne, sa propre mère. Je n'avais pas d'autre solution. Autrice de polar, cette femme fut une meurtrière alors qu'elle était adolescente. Comme de nombreux écrivains, Anne Perry est en réalité un pseudonyme. Non pas par discrétion, mais suite à une décision de justice. Son nom lui a été attribué par un tribunal en 1959. Elle est morte multimillionnaire dans son lit l'an dernier à l'âge de 84 ans à Los Angeles, ayant vendu plus de 25 millions de livres dans le monde entier. C'est un crime par amitié, par amour, et que ça c'était insupportable dans la vision du monde qu'elles ont choisi, qui est de se repentir. Avec les nombreux articles de presse et avec la complicité sonore de Claudio Bolzonello, je vais vous raconter l'histoire vraie de cette reine du polar, Anne Perry, la femme qui cachait un terrible secret. Et ensuite, nous débrieferons cette histoire. Afin de mieux comprendre cette histoire et répondre à vos questions sur la vie de l'écrivaine funeste Anne Perry, Hervé Meillon reçoit le psychiatre et anthropologue Marc Ressinger. Bienvenue à vous et merci de nous suivre. Hervé Meillon vous raconte l'histoire de Anne Perry, l'écrivaine meurtrière. Juliette Hulme est née à Londres. 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale, dans une famille aisée, disons, aristocratique, son père est mathématicien de formation et sa mère conseillère conjugale, et elle donne des conseils dans une radio presbytérienne. À la naissance de son frère, la petite Juliette est atteinte de bronchite. Il semblerait que l'amour ne soit pas le précepte de cette famille riche et distinguée. Raison pour laquelle la petite est mise en pension pour être soignée. À 8 ans, à la suite d'une pneumonie, elle est envoyée loin de ses parents pour une cure privée dans les Caraïbes, chez des amis de la famille. Pour elle, c'est l'enfer. L'enfer de la solitude, l'enfer du climat. Tout lui pèse. Juliette a 10 ans lorsque ses parents s'installent en Nouvelle-Zélande. Et ils placent la petite dans les sanatoriums du pays où elle suit des cours par correspondance. Juliette est cependant scolarisée officiellement dans la très chic école, la Christchurch Girls. Belle, grande, la chevelure blonde pétillante, érudite, Juliette se lie d'amitié avec une autre élève qui s'appelle Pauline. Leur passion commune pour l'écriture et la poésie n'est pas étrangère à cette exaltation affective. La belle demeure des parents de Juliette devient leur lieu de prédilection. Il faut dire que les parents n'y sont pas très souvent trop occupés par leur mondanité due à leur milieu social bourgeois. À 13 ans, hélas, Juliette est déscolarisée suite à la tuberculose. Elle n'a pas de chance. Elle est hospitalisée et elle ne peut recevoir aucune visite. Seule sa meilleure amie d'école, Pauline Parker, d'1 an son aînée, reste en relation avec elle en lui écrivant tous les jours. Attention Tollard. La petite Juliette a nourri son imaginaire par ses voyages et les différents instituts où elle est placée, et des longues lettres féeriques échangées avec son amie Pauline. Les 2 filles se créent un monde parallèle, au départ, simplement pour s'amuser. Au retour de Juliette, les filles deviennent inséparables et comblent leurs faiblesses respectives. Ensemble, elles partagent les fantasmes de leur imaginaire. Une amitié délirante et obsessionnelle s'installe. Elles s'inventent même une religion, un monde où se mélangent les vies d'un ténor célèbre de l'époque, il s'appelle Mario Lanza, et celle de James Manson, un acteur britannique. Elles se définissent aussi une morale bien particulière. Et Juliette et Pauline ne font plus qu'une. Elles écrivent à 2 des histoires qu'elles aimeraient publier, persuadées qu'il existait un 4e monde, dimension parallèle, qu'elles seules connaissent.
nous retrouvons dans une poignée de secondes la suite de l'histoire de cette écrivaine à succès qui se cachait derrière le pseudonyme d'Anne Perry alors qu'elle était une meurtrière. Attention, Tola. Le père de Pauline Parker travaille dans un magasin de poissons. Il hérite, à la mort de sa mère, d'une grande maison qu'il transforme en pension familiale et les Parker habitent le rez-de-chaussée. La mère de Pauline porte la culotte à la maison. Elle reste assez sévère et plutôt explosive avec tout le monde. Pauline vit autonome dans une petite chambre indépendante où elle peut s'adonner en toute tranquillité à sa passion, l'écriture. Peu cultivée, sa mère, Madame Parker, s'aperçoit que sa fille bien-aimée devient bizarre, renfermée et sombre. Elle met cela sur le dos de l'école et de son obsession pour l'écriture. Pauline est remarquée par les garçons de la pension familiale, et il y en a même un, très amoureux, qui essaie d'abuser d'elle. Pauline s'en débarrasse avec fracas. « Mon amour, c'est Juliette », écrit-elle dans son journal intime. L'affection entre Pauline et Juliette, à la limite démoniaque, ne convient absolument pas à la mère de Pauline. Les gens se rendant compte de cette affection trouble, dirons-nous. Elles rient ensemble, elles se touchent tout le temps. Rappelez-vous que nous sommes dans les années 50. Vite, les rumeurs s'installent et celles de lesbiennes commencent à planer. L'homosexualité était considérée à l'époque comme une maladie mentale. La mère de Pauline trouve que Juliette a une mauvaise influence sur sa fille, surtout que les parents de Juliette sont en train de divorcer. Il faut donc séparer Juliette Hulme, 15 ans, et Pauline Parker, 16 ans. Les parents de Juliette se séparant, M. Hulme décide de retourner à Londres. Quant à Madame, elle restera avec son amant, et Juliette, elle, sera envoyée en Afrique du Sud chez sa tante. Attention, Tollard. Juliette se révolte. Non et non. Dit non à sa mère. Elle ne veut pas aller en Afrique du Sud chez sa tante. Inutile de vous dire que les deux filles ne voient pas les choses de cette façon. Mais pour la mère de Pauline, c'est hors de question. Les filles vont alors avoir un autre projet plus machiavélique. Nous sommes le 22 juin 1954, 3 jours avant le départ programmé de Juliette en Afrique du Sud. Les deux filles et la mère de Pauline font une dernière promenade dans le Victoria Park. Les adolescentes ont un plan, faire tomber quelque chose qui forcera la mère à se pencher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tandis que la mère est baissée, les filles tentent de l'assassiner avec des coups de briques. Des briques qu'elles avaient placées dans des bas nylon. Elle tape et retape. La mère est toujours en vie. On tape encore. Les filles se déchaînent et finissent au 20e coup à l'abattre. Des clients de la buvette du parc sont attablés lorsqu'ils entendent des cris horribles. Pauline et Juliette, malines, se précipitent, les mains et les vêtements tachés de sang, en jouant les paniquer, en disant que la mère de Pauline est tombée. La tenancière les reconnaît, il y a juste 1 heure, 3 femmes souriantes étaient attablées et prenaient à boire. On avertit le docteur, mais il ne peut plus rien faire. La scène qu'il a sous les yeux ne semble en rien à un accident. Les policiers pensent tout d'abord à une agression de délinquants, bien que le Victoria Park est relativement calme. Mais elles étaient sous un pont, proche d'un pont qui était un petit peu sombre. Interrogées, les deux filles ne parlent d'aucune présence sous ce petit pont du parc. Pauline et Juliette sont donc prises en charge par les détectives qui les interrogent. Attention, Tollard. Pauline parle. Oh oui, Pauline parle beaucoup. Elle raconte que sa mère s'est tordu la cheville et que sa tête a heurté une brique. Et lorsque le détective évoque le bas retrouvé, la gamine dit qu'elle a toujours un bas avec elle, au cas où. Pauline a réponse à tout et Juliette est plus taiseuse. Elle déclare qu'elle n'a rien vu parce que elle marchait devant. L'enquête n'est pas longue. Les suspicions se portent rapidement sur les jeunes filles.
il est impossible qu'une simple chute ait provoqué autant de coups sur la malheureuse. Elles ont beau être bonnes comédiennes, les marques sur le corps de la pauvre femme ne feront pas tenir le mensonge bien longtemps. Et Pauline craque. La suite d'Attention Tollard de Juliette Hulme à Anne Perry. When I was 15, I committed a crime. À 15 ans, j'ai commis un crime, comme complice. J'ai aidé quelqu'un à tuer une autre personne, sa propre mère. Je n'avais pas d'autre solution. Dans Attention Tollard, Anne Perry, l'écrivaine meurtrière. Le policier à ce moment-là lui demande pourquoi elle a fait ça. Mais mutisme. Elle refuse de répondre, précisant que son amie, en tout cas son amie Juliette, n'est pas au courant de ce projet. Pauline explique sa façon de procéder et que le bas lui a servi de marteau. Elle explique tout, sauf que Juliette n'est pas dans le coup. Dans le journal intime de Juliette, les policiers à la date du jour peuvent lire « Je suis très impatiente, c'est le jour heureux ». Le meurtre était prémédité depuis un mois. Attention, Tollard, raconté par Hervé Meillon. Le père de Pauline racontera aux enquêteurs que le jour même, les filles étaient très joyeuses. La mère de Juliette est aussi interrogée et elle déclare n'avoir rien trouvé d'anormal chez sa fille ce jour-là. Les psychiatres sont consultés et ils sont unanimes. Ils n'ont jamais vu des filles aussi diaboliques. Elles n'ont eu aucune compassion pour la victime et n'ont aucun regret. On apprendra quand même plus tard que c'est Juliette qui a tout manigancé et que Pauline était sous l'influence maladive et aimante de Juliette. Le 23 août 1954, le tribunal fait salle comble. Tout le monde veut voir Pauline Parker et Juliette Hulme. Attention, Tollard. Le procès pour matricide excite la presse. Au-delà de la mort donnée avec préméditation et de la violence de l'acte, la société bien pensante des années 1950 se gargarise de la relation des deux accusés qu'elle suppose lesbiennes. Pour le procureur, Pauline Parker et Juliette Hulme sont le mal incarné. Les abominables gamines sont trop jeunes pour la peine de mort. Elles sont envoyées en prison dans 2 pénitenciers distincts pour une durée dite à la discrétion de Sa Majesté. 4 mois plus tard, les meurtrières sont qualifiées de délinquantes et de déclin moral. Elles seront détenues séparées durant 5 années chacune. Et sachez que jamais plus, Pauline et Juliette ne se reverront. Elles reçoivent de nouvelles identités alors gardées secrètes. Nouveaux noms et nouvelle vie. Hilary Nathan pour Pauline Parker et Anne Stewart pour Juliette Hulme. Pauline Parker va d'abord travailler à l'université, ensuite dans une librairie et quittera discrètement la Nouvelle-Zélande pour s'installer en Angleterre. Solitaire, presque ermite, elle enseignera l'équitation à de jeunes enfants. Elle a, au moment où je vous parle, 85 ans et vit retirée en Écosse. Juliette Hulme, sous sa nouvelle identité à sa sortie, devient hôtesse de l'air. Elle vit aux USA pendant un certain temps pour rejoindre en 1968 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, en français l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, une communauté mormone. C'est avec sa mère finalement qu'elle s'installe, Juliette Hulme, en Écosse. Juliette est toujours passionnée par les mondes imaginaires. Elle décide de se lancer dans l'écriture, mettant en scène des meurtres et des mystères. Et pour écrire, elle décide de changer de nom. Juliette Hulme, plutôt Anne Stewart, devient Anne Perry. Ses romans ont toujours pour thème la démystification des crimes. Les personnages amnésiques sont au centre des intrigues, comme si elle aimerait gommer son horrible acte. Elle invente un personnage qu'elle baptise d'ailleurs Pete et qui sera le détective chargé de débroussailler toutes les énigmes sur plus de 30 livres où elle le met en scène. Attention, Tollard.
Le premier livre de Anne Perry est publié en 1979. Elle a 41 ans. Et personne sait que Perry est en fait Hulme. Elle va devenir une très grande vendeuse. Elle va vendre des millions de polars. Elle se retrouve régulièrement dans les meilleures ventes du New York Times. On la compare même à Agatha Christie. Cependant, en 1994, un journaliste retrouve sa trace. Et la véritable identité d'Anne Perry est dévoilée. Elle ne dément pas. Elle ne nie rien. Elle s'exprime ouvertement dans la presse. Elle dit avoir fait la paix avec ce qui s'était passé et que si elle a participé à ce crime, c'était pour aider sa meilleure amie qui parlait de suicide. Elle dira même la prison a été la meilleure chose qui puisse m'arriver car j'ai trouvé la religion. Comme je vous le disais, les deux amis ne se reverront jamais plus. Le réalisateur Peter Jackson porte à l'écran l'histoire des deux adolescentes criminelles. C'est d'ailleurs Kate Winslet, qui n'était pas encore tout à fait connue, qui joue le rôle de Anne Perry. En 2007, Juliette Hulme, Anne Perry, s'installe à Los Angeles où nombreux de ses romans sont adaptés au cinéma et en série TV. Elle y est morte en avril 2023, victime d'une crise cardiaque. Elle avait 84 ans. Elle avait beaucoup de remords, elle voulait se repentir, assure la biographe d'Anne Perry. Anne Perry, mesdames, messieurs, voulait devenir une bonne personne grâce justement aux mots, grâce aux phrases, grâce à l'écriture, grâce aux romans. Avec un passé, cependant, impossible à effacer. Ma dernière question à la fin de ce récit, c'est jusqu'où peut-on aller par amitié ? Attention, Tollard. Afin de mieux comprendre cette histoire et répondre à vos questions sur la vie de l'écrivaine funeste Anne Perry, Hervé Meillon reçoit le psychiatre et anthropologue Marc Ressinger qui débriefe. Vous venez d'entendre l'histoire d'Anne Perry et je suis, comme vous le savez, avec Marc Ressinger. Vous êtes ethnographe et puis anthropologue aussi. Anthropologue social plutôt, oui. Ouais, c'est-à-dire l'étude des êtres humains, c'est comme ça que vous arrivez à ce micro. C'était les cultures en général et puis après j'ai étudié la médecine et la psychiatrie. On est à Bruxelles, on est chez vous, dans votre cabinet. Anne Perry, qu'est-ce que vous en pensez ? Ma réaction, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans l'évolution de cette femme, le passage d'adolescente délinquante, de la prison, 5 ans de prison quand même, et puis une vie tout à fait différente ailleurs d'abord. Elle change de pays, elle change d'activité, elle cache évidemment son passé jusqu'au moment où il est dévoilé. Par un journaliste. Ouais. Elle se rabat aussi sur la religion. La religion aussi, oui. Donc ça, c'est vraiment une métamorphose. Quelqu'un qui a commis un acte aussi immoral et puis qui après devient très croyante, exactement comme sa copine d'ailleurs, séparément, puisqu'elles ne se sont jamais revues. Est-ce que vous pensez que c'est pour se calfeutrer derrière Dieu ? Oui, bien sûr. Quel plus grand réconfort. Est-ce que le passé reste le socle de notre identité ? Parce que moi, ce qui m'interpelle dans l'histoire, c'est que elle a changé de nom aussi. Donc elle se raccroche plus à son passé. Non, mais on peut pas l'effacer. On est un CD, quoi. Toute notre histoire est sur notre disque. On peut pas en effacer un morceau. Mais alors, est-ce que le journaliste, justement, qui à un certain moment, est-ce qu'il ne la libère pas ? Il lui dit à un moment qu'il l'a reconnue. Ça a été une libération pour elle, une délivrance, puisqu'elle ne pouvait plus cacher son passé par elle-même. Elle a cru qu'à ce moment-là, elle allait être maudite et que c'était la fin de sa carrière. Et ce qui me frappe, c'est le premier point qui m'a frappé personnellement, c'est qu'au contraire, c'est presque le début de sa grande carrière. À l'époque où ça se passe, elle a écrit seulement 20% de ses livres, quoi. Tout le reste vient après. Donc c'est au moment où le journaliste dévoile la vérité qu'elle va vendre énormément. Oui. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que je pense, c'est pas seulement qu'elle a vendu des livres, elle a commencé à recevoir des prix. Donc ça veut dire que la société la reconnaissait et l'acceptait avec son passé. Et je pense qu'il y a une raison précise à ça qui est culturelle, c'est que c'est l'histoire d'une rédemption. Et la rédemption, c'est la matrice culturelle dans laquelle on baigne le christianisme, quoi.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'Anne Perry, à un certain moment, a complètement oublié cette histoire? Impossible, on n'oublie rien. Non. Surtout pas à 15 ans, quoi. Est-ce qu'elle a revisité son passé quand elle écrivait? Est-ce qu'elle se disait, c'est pas possible ce que j'ai fait, c'est pas possible? Elle n'a pas réinterprété ce qu'elle a fait? Mais elle a écrit que des romans policiers, donc ça veut dire qu'elle a vécu toute sa vie, elle a trituré ça toute sa vie, quoi. Des romans, d'après ce que je lis, avec des doutes sur la culpabilité, des nuances et tout ça. Une chose qui m'avait frappé notamment, c'est que après avoir été en prison, elle ne s'est jamais plainte de la prison, elle trouvait que c'était tout à fait justifié. La seule chose dont elle s'est plainte, c'est de ne pas avoir été comprise par la justice. Elle ne s'est pas plainte de la sanction, mais de ne pas avoir été entendue. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Notamment dans sa relation avec son ami. Il n'y aurait pas eu l'assassinat de la mère de son ami si cette dernière n'avait pas essayé de les séparer. Comment se fait-il qu'elle n'ait plus jamais voulu, ni l'une ni l'autre, se revoir? Alors moi, je pense que c'est parce que si elles étaient revues, elles auraient revécu l'aspect positif de leur crime. C'est-à-dire que c'est un crime par amitié, par amour, et que ça, c'était insupportable dans la vision du monde qu'elles ont choisi, qui est de se repentir. Est-ce qu'elles étaient, à votre avis, homosexuelles? J'ai pas l'impression, non. C'était vraiment une amitié forte? Je crois. Maintenant, j'en sais rien, mais même si c'était sexuel, ça venait en plus. Ce qui était fort, c'était leur intimité, leur partage spirituel, mental, quoi, intellectuel. Est-ce qu'elle aurait pu faire une analyse? Imaginez qu'elle vienne vous voir. Ben moi, j'aurais essayé de la réconcilier justement avec ce qu'il y avait de positif dans son acte, c'est-à-dire que c'était une façon d'échapper aussi à un malheur qui est en réalité un double malheur. Il y a celui de la relation qu'on voulait couper avec son ami, mais il y a aussi son enfance. Son enfance n'était pas une enfance heureuse. Elle venait d'une famille très aisée, mais où l'affection n'était pas du tout présente. Elle a passé une grande partie de son enfance dans des pensionnats, etc. Donc, elle a clairement manqué de tendresse. Elle l'a trouvée dans cette relation, et puis ça s'est terminé en tragédie. Attention, Tollard. Hervé Meillon et le psychiatre Marc Ressinger s'entretiennent sur l'interprétation de la vie et de la femme qui se cachait derrière le pseudonyme d'Anne Perry et qui fut une écrivaine à succès, malgré le meurtre qu'elle a commis durant son adolescence. Est-ce qu'une histoire similaire de nos jours serait possible? Ouais, je pense que ça peut arriver tous les jours. Ouais, j'ai rien en tête, mais je suis sûr qu'on trouverait beaucoup d'exemples semblables. Elle n'a jamais écrit de livre sur son crime. Non, parce que je pense qu'elle était dans une fuite, en fait. Une fuite dans l'activité, dans l'écriture. Il y a une fuite dans le passé aussi, parce que tous ces romans se situent dans une autre période historique. Et ça, a priori, on voit pas tellement la nécessité, sauf d'échapper au monde actuel, quoi. Si je comprends bien, que sans amour, on grandit mal, quoi, finalement. Ah oui, bien sûr. Oui, et je crois que si elle avait eu des enfants, elle aurait aussi pu guérir en partie de son passé. Mais justement, elle ne s'est pas mariée. Est-ce qu'elle aurait partagé, à part avec ses lecteurs? Parce qu'elle aurait dû, peut-être, je partageais, tandis que comme ça, je suppose qu'elle partageait ce passé avec personne, puisqu'elle n'a plus revu son ami. Elle a changé de nom, elle a changé de pays, oui. Elle a eu une activité complètement différente. Donc, je crois qu'avoir un conjoint, ça aurait été soit maintenir le secret envers lui, donc très pénible, soit tout lui dire, très pénible aussi. Le passé reste le socle de notre identité? Mais complètement, oui. On n'y échappe pas. C'est la seule manière de guérir, c'est de reconnaître son passé, quoi. Et sans ce crime, est-ce que cette femme dont on parle, Anne Perry, est-ce qu'elle aurait fait la même carrière? Pas tout à fait, en tout cas, puisque on dirait que ça lui a donné du carburant supplémentaire, quoi. Oui. L'adolescence, c'est une période où on expérimente, on essaye, on a une vision schématique du monde, et on fait des essais et des erreurs, et on se cogne contre le mur. Et là, c'est clairement ce qui est arrivé. Et ça n'a pas été le premier de ces meurtres. Elle n'en a plus jamais commis autrement que sur papier. Et donc, je pense qu'elle n'était pas une psychopathe, c'est-à-dire, malgré les apparences qu'elle avait pu avoir à 15 ans. Et c'est quoi le pardon, finalement? On peut pardonner d'abord à quelqu'un qui le demande, et si c'est pardonnable. Il y a des choses qui, à mon avis, ne le sont pas.
tueur en série, violeur en série, je pense que c'est tout simplement pas pardonnable que celui qui veut le pardon le trouve par lui-même, quoi. Mais accorder le pardon à quelqu'un comme ça, c'est pas pour moi. C'est ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité aussi, sans que ce soit aussi élargi que ça. Le pardon, il existe dans la religion quand même. Même des crimes les plus horribles. Tellement je ne suis pas religieux, hein, donc... Non, mais vous avez fait allusion à la religion au départ de notre entretien. Oui, mais c'est justement pour ça, on lui a pardonné puisqu'il est devenu l'auteur de best-sellers. Donc c'est que son crime était pardonné complètement. Dans Attention Tollard, Anne Perry, l'écrivaine meurtrière. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Pourquoi vraiment ne se sont-elles jamais reparlées? Mais parce que je crois que elles ne se sont pas pardonnées, ni l'une ni l'autre probablement. Ni à elles-mêmes, ni à l'autre forcément, puisque c'était 50-50, cet assassinat. L'une qui le pense et l'autre qui le fait. Quel a été le sentiment au moment où Anne Perry est dévoilée par ce journaliste? Quel a été le sentiment de sa copine? Elle a dû se terrer encore plus parce qu'elle était complètement terrée, puisque qu'est-ce qu'on sait de sa vie, de la suite de la vie de l'autre? Rien du tout. On ne connaît pas grand-chose, non? Voilà, elle était devenue... religieuse. J'y pensais. Vous alliez le dire. Hein. J'allais dire ménagère, mais peut-être pas, justement. Car toutes les deux se réfugient quand même dans la religion. Oui, mais la religion, ça peut être soft ou dur, donc je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu une vie de famille, l'autre, et qu'elle se serait guérie comme ça, et avec aucune envie de revenir en arrière. On peut guérir? Mais je pense, dans un certain sens, elle s'est guérie, mais pas complètement, quoi. Est-ce qu'on peut se guérir complètement? Ça, j'en suis pas sûr. On garde une blessure. D'ailleurs, si on n'a pas de blessure, je crois que on n'est pas intéressant. Vous sous-entendez aussi que le public, lorsqu'il apprend la véritable identité de Anne Perry, au contraire, vous disiez tout à l'heure, elle a encore plus vendu de livres. Donc ça veut dire quoi sur le public, sur nous, la société? Ça veut dire qu'on a quand même une soif de crime et de rédemption. C'est-à-dire qu'on a tous en nous une culpabilité qui fait que le passage du crime à la rédemption est quelque chose qui nous fait du bien en notre fort intérieur, quoi. Les dernières minutes de sa vie, est-ce qu'elle va penser à... Ça dépend comment elle est morte, vous allez me dire, mais elle va penser à son crime ou pas? Mais je pense qu'elle n'a pas arrêté d'y penser. Elle l'a métabolisé toute sa vie, elle l'a digéré, je pense pas que ça pouvait encore lui faire aussi mal parce qu'elle avait trouvé quand même les antidotes, mais il était présent, ça j'en suis certain, tout le temps. Mais on est d'accord qu'on est dans même s'il n'y a pas de pardon peut-être à accorder, et puis un crime est un crime, mais c'est un crime d'adolescence. Le fait que ce soit des adolescentes, c'est très important parce qu'effectivement c'est un débordement qui n'est pas significatif de la vraie personnalité. C'est vraiment une énorme bêtise, mais une bêtise. C'était bête. Est-ce qu'elle a pu, à votre sens, revivre des aventures d'amour ou d'amitié profonde, ou des aventures sexuelles aussi? En tout cas, ça n'a pas interrompu sa production. Donc, a priori, je dirais que non, j'en sais rien. Marc Elsinga, je vous remercie. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir donné votre éclairage sur cette histoire. Vous ne la connaissiez pas avant que je vous la soumette? Non. Mais qui la connaissait? Je ne sais pas. Merci en tout cas de votre gentillesse. Merci de nous avoir accueillis ici chez vous. Et vous, chers amis, on se retrouve prochainement pour une autre histoire d'Attention Tollard.